Bonjour, mon nom est Philippe Carl et je suis étudiant en biochimie. Mon co-animateur est Matthias Schultz, étudiant en génie biomédical. Vous écoutez présentement À toute échelle, le podcast dans lequel on parle de science à tous les ordres de grandeur, de la plus petite donnée de patient au plus long contrat de recherche. Cette semaine au podcast, nos invités sont Juliana Lanza et Marie-Luce Fortier, qui sont toutes deux avocates. Marie-Luce est conseillère juridique pour l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé de l'Université McGill, le CRCUSUM, et Juliana a une pratique légale très similaire, mais elle travaille pour l'Institut de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CRCHUM. Aujourd'hui, nous commençons avec un tour d'horizon de l'aspect légal de la recherche scientifique. Ensuite, nous avons discuté de quelques cas spécifiques de défis légaux, comme de mettre sur place une biobanque de sang pour les patients atteints de la COVID-19. Nous avons eu une conversation très importante sur les données des patients et comment les protéger. Notre conversation de cette semaine se termine en parlant du regroupement que Juliana et Marie-Luce ont mis sur pied afin de partager leur expertise et épauler les professionnels de leur domaine pour qu'ils puissent pratiquer leur travail qui est si important, mais également vraiment difficile. Si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, vous verrez que l'épisode se termine assez abruptement. La raison pour ça, c'est que nous avions plusieurs autres sujets à aborder avec nos invités. Donc, nous avons décidé de scinder l'épisode en deux. Le deuxième épisode sera publié dans 2 semaines. Avant de vous laisser partir, n'oubliez pas que les épisodes français seront seulement publiés sur le fil de À toute échelle à partir de l'épisode 10. Si vous écoutez encore cet épisode sur le fil de Orders of Magnitude, s'il vous plaît, allez vous abonner au fil de À toute échelle sur votre application de podcast préférée et à @ate.pod sur Instagram. Sans plus attendre, bon podcast! Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui au podcast, nous avons Marie-Luce Fortier et Juliana Lanza. Bienvenue au podcast. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous laisser vous présenter parce que vous avez un parcours assez intéressant. Donc, commençons par toi, Marie-Luce. Ah ben parfait, mais merci de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici, puis je vous encourage à continuer. Je trouve ça merveilleux de faire de la vulgarisation scientifique. Et puis, surtout, je me dis, vous êtes courageux de nous avoir invités. Gianna et moi. Non, je vous dis ça parce que on est des gens qui travaillons dans l'ombre un peu dans les instituts de recherche. Mais bon, là, je me présente. Moi, je suis une avocate. Ça fait depuis l'an 2000 que je travaille dans le domaine de la négociation de contrats de recherche. J'ai commencé à travailler pour ce qu'on appelle un CRO, Contractual Research Organization, organisation de recherche contractuelle, qui est comme un sous-contractant des compagnies pharmaceutiques. Alors, j'ai travaillé là de 2000 à 2005. C'était comme ma première job sérieuse, si on peut dire. Là, j'ai beaucoup appris à négocier des contrats avec les compagnies pharmaceutiques pour des essais de recherche clinique. Et ensuite, je suis arrivée au CHUM en 2005. C'est là que Gianna, après, est venue me rejoindre. Mais alors, de 2005 jusqu'à 2014, j'étais au CHUM. Je faisais la négociation de contrats de recherche pour les chercheurs du CHUM, tous les projets de recherche qui se passent au CHUM. Ensuite, je suis allée au CHU Sainte-Justine de 2014 à 2017. Et depuis ce temps, je suis à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, qu'on appelle le CUSUM, avec son acronyme. Et je fais la même chose, négociation de contrats de recherche. La différence, c'est que l'Institut de recherche, c'est le plus gros au Québec. Je dirais qu'on a à peu près 600 chercheurs, alors on ne s'ennuie jamais. Mm-hmm. Des chercheurs dans tous les domaines. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Donc, je passe le micro à Juliana, ma collègue. Alors, bonjour. Donc, comme Marie-Luce a dit, on se connaît depuis 2015. Moi, je suis brésilienne. Donc, je suis avocate au Brésil depuis 2000. J'ai travaillé en cabinet privé au Brésil avant d'immigrer. Donc, j'ai immigré au Québec en 2004. Où j'ai commencé ma maîtrise en droit des affaires à l'Université de Montréal. Pendant ma maîtrise, j'ai eu une opportunité de travail. C'était un remplacement de congé de maternité de ma collègue Marie-Luce Fortier au CHUM. Donc, en 2006, j'ai commencé au CHUM.
pour remplacer Marie-Luz pendant un an, pendant son congé. C'est là qu'on s'est connus, c'est là qu'elle a commencé à me former. Et depuis, donc là, ça va faire 15 ans, j'ai travaillé au CHUM, au bureau de la valorisation et des ententes de recherche, au sein des recherches de CHUM. J'ai négocié des contrats de recherche pour tous les chercheurs de CHUM. Donc voilà un peu de mon parcours. Ce sont, ma foi, des parcours qui sont longs et impressionnants. Pour nous qui sommes en début de carrière encore, et notre CV fait encore moins d'une page. Ah bon? Donc c'est intéressant tout ça. Comment est-ce qu'on passe de faire du droit à être dans la clinique comme ça, ou pas à être dans la clinique, mais à être dans le domaine de la recherche clinique? Moi, j'avais un intérêt par rapport à la propriété intellectuelle. Donc, moi, je tombe au niveau de la recherche. Lorsque je faisais ma maîtrise, j'ai fait au niveau des brevets, le développement de médicaments, des pays en voie de développement comme au Brésil. Donc, j'ai étudié ça. Et c'est ça qui m'a amené à m'intéresser pour la santé, pour la recherche. Et le domaine contractuel aussi, je pense que pour les avocats, moi, j'ai eu une expérience en cabinet privé. C'est bien, mais c'est pas pour tout le monde. Je trouve qu'au niveau, lorsqu'on est du côté public, du côté des chercheurs, du côté de l'avancement, c'est ça qui m'attire, c'est l'avancement de la recherche. Faire partie, c'est sûr, on n'est pas des scientifiques, mais on fait partie de ces milieux. Et donc, c'est là qui m'a attirée. Donc, j'ai pu combiner droit et recherche. Donc, je trouve que c'est une belle opportunité d'être au niveau de la recherche. Si je peux ajouter, de mon côté, moi je pense que c'est toujours comme le milieu hospitalier m'a toujours intéressée parce que mon père est médecin de famille. Donc on dirait que j'ai été élevée avec des histoires de ce qui se passait à l'hôpital et tout ça. Et là j'ai étudié en droit, mais moi je suis quelqu'un de tellement idéaliste, je dirais, que j'ai été vraiment attirée par la mission des centres de recherche hospitaliers, et je dirais que la plupart des chercheurs sont également des gens très idéalistes. Ils travaillent sans relâche, ils sont des gens passionnés. Il y en a beaucoup qui ne dorment pas, ne mangent pas. Ça, je comprends pas comment ils font, mais bon. Je trouve que c'est comme des êtres humains qui sont pas sur la planète Terre, là. Ils sont comme ailleurs. Et tellement ils sont passionnés, ils vont travailler très, très fort. Donc, moi, je sens que ce que je fais, c'est, il y a un but, aide, comme je viens de dire, l'avancement de la recherche. Donc, c'est vraiment mon côté, je dirais, très idéaliste, parce que on n'est pas, comment dire, on fait pas notre travail pour la paye, disons, parce que si on travaillait pour les compagnies pharmaceutiques, on ferait des salaires beaucoup plus élevés. Donc, il faut aussi avoir, aimer le système public, vouloir continuer à travailler, à améliorer les choses. Et on sait que le système public, c'est difficile des fois aussi. Donc, on se dit, OK, bon, on essaie de donner, de faire en sorte que les choses évoluent bien et que ça puisse continuer. Il faut avoir cet idéal-là de la recherche par le public, pour tous. Oui, c'est ça. Oui. Je trouve ça très intéressant, la démarche que vous avez prise avec votre éducation en droit. Ça montre vraiment que c'est une profession très versatile quand même. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec une telle profession. J'ai encore de la misère à comprendre en quoi consiste votre job aujourd'hui. Quel type de contrat vous faites avec pour les recherches ou quel type de cas de droit ou légal vous avez à dealer avec? OK. Diana, vas-y. Oui, peut-être on pourrait vous donner quelques exemples de notre quotidien, des types de contrats avec lesquels on travaille. Par exemple, si des chercheurs, ils travaillent pas seuls dans leur labo ou dans leur clinique. Ils parlent avec d'autres, ils collaborent beaucoup. Donc, par exemple, ils vont parler avec une compagnie pharmaceutique pour discuter d'une éventuelle collaboration, ou lorsqu'il va parler avec un autre chercheur d'un autre établissement, dans notre pays. Et parfois, on parle des situations très confidentielles, des informations très confidentielles. Donc, mettre en place un entente de confidentialité, c'est toujours très important. Donc, on est là pour négocier, signer des ententes de confidentialité. Un autre exemple que je pourrais donner,
ça serait au niveau du transfert des matériels. On signe des ententes de transfert des matériels. Donc, un chercheur qui a besoin des réagents ou des animaux, par exemple, qui ont été des souris, qui ont été développés génétiquement modifiés par un autre chercheur de l'autre bout du monde, ils font beaucoup ça. Et il y a un contrat qui encadre ça. L'année passée, à cause de la COVID, on en a signé beaucoup d'MTA. Et avec la Chine, avec l'Europe, avant que la COVID arrive ici et qu'on ait des gens contaminés, on a fait venir beaucoup d'échantillons de sang, par exemple, et pour nos chercheurs initier leur recherche ici. Donc, on a signé beaucoup. On a au CHUM, par exemple, notre bureau, on a eu un nombre immense d'MTA pour faire venir des échantillons pour que nos chercheurs commencent. Excusez mon ignorance, ouais, c'est ça que je l'ai demandé. C'est quoi un MTA? Material Transfer Agreement. OK. Un entente de transfert de matériel. C'est ça. Okay. Exactement. Nous, on est habitués avec nos acronymes. Beaucoup. Marie-Lou, si tu veux donner d'autres exemples. Bon, des exemples d'entente. Alors moi, par exemple, pendant la COVID, il y a beaucoup de chercheurs qui ont été interpellés, qui étaient des spécialistes déjà dans ce domaine-là, en infectiologie. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, par exemple, c'est d'essayer des médicaments qui étaient déjà utilisés pour d'autres maladies. Par exemple, pour l'asthme ou même, ça peut être pour n'importe quelle spécialité. Et tout le monde a comme réorienté leur recherche, si on peut dire, vers la COVID. Ça a été un peu triste pour les autres chercheurs, je trouve, pendant cette période-là, parce que c'est comme si on oubliait qu'il y avait du cancer ou d'autres maladies. Mais bon, peu importe. Alors, le genre d'entente qu'on a faite, par exemple, c'est qu'il y a eu des organismes subventionnaires qui ont décidé de donner de l'argent pour des projets COVID. Alors, il a fallu signer des ententes avec ces organismes subventionnaires-là. Il y a aussi des compagnies pharmaceutiques qui ont accepté de fournir des médicaments gratuitement. Disons des médicaments pour l'asthme, par exemple, qu'on voulait essayer sur des patients COVID pour essayer de réduire l'hospitalisation des patients ou qu'ils soient moins malades. Alors, on a eu comme des ententes comme ça avec des compagnies pharmaceutiques qu'il fallait négocier. Quand je dis gratuitement, c'est pas tout à fait gratuit. C'est-à-dire qu'ils vont toujours vouloir des choses contre c'est-à-dire en contrepartie. Donc, ils disent oui, on va vous fournir un médicament, mais vous devez nous donner toutes les données, les résultats de votre recherche. Si jamais vous découvrez quelque chose, nous allons être propriétaires de l'invention, des choses comme ça. Donc, on avait des chercheurs, c'est ça, qui disaient, OK, moi, je voudrais utiliser ce médicament-là avec un organisme subventionnaire qui donne de l'argent, pour un projet COVID. Et ensuite, j'ai écrit mon protocole et je veux avoir plusieurs centres participants qui vont recruter des patients selon mon protocole. Donc, ça veut dire plusieurs contrats qu'on est obligé de signer juste pour un projet, avec l'organisme subventionnaire, avec la compagnie pharmaceutique et avec les centres participants. On a eu aussi, tout à l'heure, j'ai parlé de CRO, Contractual Research Organization. On a fait aussi affaire avec ce genre d'organismes qui sont comme des sous-contractants qui vont comme gérer le projet de recherche à notre place. Parce que nos chercheurs, des fois, n'ont pas d'équipe de recherche spécialisée ou assez nombreuses pour faire un gros projet de recherche. Alors, on va sous-contracter certaines choses à ce genre de compagnie-là. Donc, c'est un autre contrat qu'il faut signer. Comme vous voyez, quand il y a un projet avec plusieurs contrats qui sont associés à un projet, il faut s'assurer que tout est harmonieux. Par exemple, si on reçoit de l'argent avec certaines conditions, il faut s'assurer que nous, on va suivre ces conditions-là quand on va avoir les ententes avec les sous-centres ou les centres participants, ça dépend comment on les appelle. Mais parce qu'on a des obligations face à l'argent, donc on doit être certain qu'on va bien suivre toutes ces obligations-là avec les centres participants. Donc, ça peut devenir assez complexe. Je suis d'accord. Ouais, c'est ça. On s'entend qu'on travaille ici avec des mastodontes, des compagnies pharmaceutiques, des gros chercheurs de renommée. Oui. Et donc, il faut que ces contrats-là soient super précis. Oui. Et que l'entente fasse affaire à tout le monde au début. Oui, ça peut être, on peut avoir beaucoup de pression, là, associée à notre travail parce que, par exemple, surtout en période COVID, c'était urgent. Il fallait tout de suite commencer les traitements. Il fallait aussi, j'ai oublié d'en parler, mais quand on utilise un médicament sous une nouvelle indication, comme une pompe d'asthme, habituellement c'est pour les gens qui font de l'asthme, ça a été approuvé par Santé Canada pour l'asthme et non pas pour la COVID.
Ça veut dire qu'il fallait faire une demande spéciale à Santé Canada. Et eux, Santé Canada, ils vont jamais dire qu'ils approuvent un médicament pour un projet de recherche. Ils vont dire qu'ils ont aucune objection à ce qu'on commence le projet. Oh my God. Alors, une lettre de non-objection. C'est ça qu'on voulait avoir de Santé Canada. Donc, c'est quand même soumettre toutes sortes de documentation, le protocole, ils appellent ça aussi comment on appelle ça, le document là, concernant le médicament. La brochure. La brochure d'investigateur. En tout cas, il y a beaucoup de documents qu'il fallait soumettre à Santé Canada. Les délais ont été raccourcis, par contre. Oui. Au lieu de 30 jours, c'était 7 jours, je crois, à un moment donné. Alors, parce que Santé Canada comprenait qu'il y avait des choses urgentes à faire aussi, ça c'est bien. Mais disons que ça crée beaucoup de stress sur nos équipes, sur nos bureaux respectifs, parce qu'on est dans 2 institutions différentes, mais on a vécu un peu le stress de la COVID, disons. Alors oui. Ouais, hein? OK, donc pour être certain qu'on comprend à quoi consiste votre emploi ou votre travail, c'est vraiment de gérer, et je vais mentionner les exemples encore une fois rapidement, c'est des contrats entre chercheurs et chercheurs, s'ils essayent de collaborer ensemble, chercheurs avec des compagnies pharmaceutiques ou des compagnies de recherche, contrats de recherche. On appelle ça les CRO. ou bien ORC en français, Organisation de recherche contractuelle. Contractuelle, oui. Donc, c'est vraiment beaucoup... vous êtes là pour être certain que tout se passe de manière, disons, juste à la fin. Que tout le monde ait leur partie ou que tout soit correct à la fin. J'allais dire de clarifier les obligations de chaque partie. Qui fait quoi? Et clarifier les choses parce que souvent, les chercheurs vont être très enthousiastes, hein? Ils vont pas penser à ce qui peut mal se passer. Donc, nous, malheureusement, des fois, on peut sembler un peu négatif parce qu'on va dire, avez-vous pensé si jamais ils vous payent pas l'argent, si jamais vous pouvez pas avoir accès aux médicaments, si jamais le recrutement se passe pas aussi bien que vous pensez, parce que des fois, l'argent est relié au recrutement. Et moi, c'est arrivé, par exemple, le chercheur dit, oui, je vais recruter 25 patients en 3 mois. Finalement, en 3 mois, il est capable de recruter 10 patients. Mais la compagnie donne seulement l'argent s'il y a les 25 patients recrutés en 3 mois. Sinon, ils reçoivent pas tout l'argent. Donc, ils peuvent pas faire le projet. Là, le N est pas assez intéressant pour pouvoir publier le nombre de patients. Parce que à des fins statistiques, il faut qu'il y ait un nombre de patients minimum, là. Sinon, ça vaut pas la peine. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés. Et des fois, ça marche pas. Ça peut arriver. Oui. Pour compléter ce que Marie-Luce dit, je pense que notre rôle, je pense que ce que les institutions s'attendent de nous, les gens qui négocient des contrats, c'est justement d'anticiper des problèmes qui pourraient arriver, de poser des questions parce que comme Marie-Luce dit, les chercheurs sont très enthousiastes, ils veulent commencer vite. Et parfois, c'est à nous de dire un instant, avez-vous pensé à ça? Avez-vous pensé à l'aspect financier? Au niveau de la propriété intellectuelle, c'est un aspect que j'aime beaucoup. Et les chercheurs, quand ils commencent, ils sont prêts à tout donner. OK, je suis d'accord. OK, la compagnie demande tous les droits. Parfait, je veux commencer mon projet. Mais non, nous, on les rappelle, vous avez une liberté académique, vous êtes des profs, vous êtes des chercheurs, il faut se garder. Donc, nous, on se bat pour eux. Donc, on va aller négocier avec des compagnies qui vont financer des projets, comme Marie-Luce dit, ils nous donnent gratuitement les médicaments, mais ils demandent beaucoup de droits. On est là pour essayer de protéger le plus possible l'institution et les chercheurs et de garder les droits. Parce que les chercheurs qui demain matin, va découvrir on espère, la solution pour la COVID, par exemple. Et il faut qu'on garde ça au niveau de publication. C'est comme ça que les chercheurs sont capables d'aller chercher plus de subventions. C'est un peu bien en gardant des droits. Donc, je pense que notre rôle est là. Et notre plus grand défi, c'est de combiner. Et au niveau du droit, donc il faut s'assurer qu'on a un contrat qui est légal, en premier lieu, qui va pas contre des lois et règlements, qui soit bien pour les chercheurs, pour l'institution. En même temps, il faut aller dans un délai raisonnable. Et c'est très difficile de concilier ces deux aspects. Parce
Parce qu'on veut signer vite, mais on veut pas signer n'importe quoi. Donc je pense que les défis que je vois avec mon équipe au champ, c'est il faut pas aller trop vite. En même temps, ça donne rien d'avoir un super beau contrat 6 mois après. On a perdu le timing, on n'a plus de patience. Donc, c'est de négocier dans un délai raisonnable. Un contrat acceptable. Moi, j'ai dit, je veux pas un contrat idéal. On veut un contrat légal et acceptable. Des fois, il aurait pu être mieux négocié, oui, mais on n'avait pas le temps. Donc, c'est les défis. Je trouve que c'est l'optimisation entre ces deux paramètres-là. Exact. C'est vrai. OK, donc c'est sûrement un rôle très important, là. On peut pas le nier, hein. Faut que tout soit bien ajusté. Je sais pas si vous avez sûrement vous pouvez pas tout dire sur les différents contrats ou les différents exemples de cas que vous avez travaillé avec, mais est-ce que vous avez un exemple que vous aimeriez partager, un exemple intéressant, d'une recherche intéressante que vous aidiez à un moment donné, un exemple plus spécifique à donner? Ben moi, j'ai, mon Dieu, tellement d'exemples. Allons-y sur un exemple relié à la COVID, par exemple. Ça, c'est intéressant parce qu'on est passé en super vitesse dans la dernière année, j'imagine. J'ai un exemple, c'est par rapport à la COVID, les Québec, rapidement, les FRQ, les fonds de recherche en santé de Québec, a mis de l'argent pour créer la biobanque québécoise pour la COVID. C'est une biobanque d'échantillons et des données. Tous les échantillons des seins viennent avec des données cliniques. Et donc, rapidement, l'argent a été dédié, a été séparé. On a eu des fonds d'autres sources aussi. Et c'est l'Université McGill qui gère l'argent, qui gère la BQC. On appelle BQC 19. Mais il fallait mettre en place tout l'aspect contractuel. Donc, ils nous ont demandé notre aide. Donc, moi, personnellement, je travaille avec les gens des contrats de McGill, de l'Université McGill, pour mettre en place les ententes cadres, parce qu'il fallait signer avec les établissements du Québec des ententes, des principes, les règles générales, les cas de gestion de la biobanque, qu'est-ce qu'on fait avec ces échantillons, parce que chaque hôpital avait des échantillons. Donc, on a des patients COVID partout au Québec. Donc, nous, on garde nos échantillons. Chaque hôpital garde ses échantillons. Mais la biobanque finance et on voulait établir la façon de fonctionner, l'échange entre. Donc, mon chercheur, il a besoin de tous les échantillons. Donc, on va faire venir les échantillons des 5 hôpitaux chez nous pour faire ma recherche. Et des gens de l'externe peuvent venir faire une demande. Il y a toute une procédure de demande d'accès aux échantillons. Il a l'aspect contractuel, donc j'ai rédigé avec les gens de McGill les contrats qui ont été signés par tout le monde au Québec. Et maintenant, les gens qui veulent avoir accès ont besoin de signer aussi un contrat. Donc, les modèles des contrats, j'ai participé à la rédaction aussi. Donc, je pense c'était très intéressant pour moi, au niveau contractuel, de faire partie, même si c'est les champs, c'est notre comité d'éthique et les comités centrales. Donc, nous, on est plus au niveau éthique, moins contractuel, c'est plus McGill, mais personnellement, j'ai été invitée à participer au dossier. Donc, ça roule, ça va bien, et des échanges se font, les contrats sont signés, je les vois chaque semaine passer. Donc, c'est un exemple, par exemple. J'imagine la COVID commence et très rapidement, on veut avoir le plus d'échantillons possible pour pouvoir les étudier. Ces échantillons-là sont éparpillés dans plein d'hôpitaux partout au Québec. Puis là, il y a un gros aspect légal à mobiliser ces échantillons-là. Est-ce que, je sais pas à quel point, lorsqu'on prélève du sang des patients, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec ce sang-là? Par exemple, est-ce qu'il y a des défis? Est-ce qu'il y a des choses éthiques qu'il faut prendre en considération? Vas-y. Mais c'est un aspect très important. On va parler des comités d'éthique de la recherche. Nous, on est des bureaux distincts. Donc, les comités d'éthique de la recherche, tous les centres de recherche en ont, et ils relèvent du CA de l'hôpital. Ils relèvent même pas, ils sont autonomes. Ils relèvent pas de la direction de la recherche, ils relèvent de l'hôpital parce qu'il faut, selon la loi, un comité d'éthique doit être indépendant. Et oui, donc, on a les formulaires de consentement, donc tout protocole, donc on parle des recherches cliniques, ok, avec des êtres humains. On oublie la recherche avec des animaux, la recherche laboratoire, on est avec la recherche avec l'être humain. Les comités d'éthique doivent évaluer un protocole et avec les protocoles viennent les formulaires de consentement éclairés. Donc tout projet de recherche avec l'être humain pour qu'il puisse
commencer, il doit avoir une approbation finale d'un comité d'éthique de la recherche. Et ensuite, ça va être l'équipe de recherche qui va obtenir le consentement, donc les médecins, les infirmières, la coordonnatrice. Donc, pour qu'un patient participe, il doit être informé de tout. Il faut que ça soit très clair. Il faut qu'il soit informé des éventuels effets secondaires. Il faut qu'il soit informé qu'il s'agit d'un projet de recherche. Il n'y a pas une certitude par rapport aux conclusions. Il va signer et seulement après, il va pouvoir participer. Dans les cas des échantillons, c'est exactement la même chose. On peut dire, c'est juste un prélèvement, c'est pas très, mais oui, c'est exactement la même chose. On constitue des biobanques. Donc là, il va y avoir un projet des biobanques que les comités d'éthique va regarder. Est-ce que les finalités de cette biobanque sont éthiques? Comment ils vont gérer? Tout est bien établi, approuvé. Il y a un formulaire de consentement pour mise en banque. Donc, les patients vont être appelés à voulez-vous contribuer? Voulez-vous donner votre échantillon de sang pour la biobanque? Là, ils vont expliquer. Il va avoir le formulaire de consentement. Dans ces formulaires, ça va être marqué qu'est-ce qu'on peut faire avec l'échantillon. Donc, pour répondre à votre question, les patients vont être informés, oui, c'est la recherche pour la COVID, c'est la recherche pour les cancers, c'est la recherche, est-ce que c'est juste la recherche académique ou est-ce qu'il y aurait possibilité de collaboration avec les privés? Il y a des biobanques qui, oui, ça permet, c'est approuvé, on va collaborer avec des compagnies, donc ça se peut que votre échantillon soit envoyé à une compagnie privée dans le cadre d'un projet. Et tout est correct du moment que les comités d'éthique approuvaient le projet et que les patients ont consenti. Nous, on est moins impliqués. On n'est pas, ça relève vraiment du comité d'éthique, pas au niveau de, c'est dans nos contrats ce qu'on va dire que le projet va commencer avec approbation éthique et consentement. C'est tout. On va pas plus loin. On laisse au comité d'éthique d'aller plus loin. Donc les échantillons qu'on prend, ce qu'on a le droit de faire avec dans la recherche, déjà spécifié à l'avance, avant même qu'on le prenne. Exactement. Ouais, c'est très encadré, c'est très encadré. Ouais. Les gens, c'est important que les gens sachent que la recherche est très encadrée. Et les chercheurs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Non. Tout est approuvé préalablement. Et aussi, les patients, il a toujours les droits des sorties, de dire « je veux plus ». Et même ceux qui ont donné des échantillons, ils peuvent demander que leurs échantillons soient retirés de la biobanque. Comme tous les consentements, ils doivent être constants. Si on décide de retirer son consentement, on peut plus utiliser l'échantillon. Même si on avait déjà des données, on peut pas utiliser les données dans la recherche. Sais pas. Oui, parfois, non, je pense que dans les formulaires de mise en banque, il y a, si votre échantillon est déjà utilisé, il y a déjà, les données sont compilées déjà, c'est difficile de les retirer. Donc ça, c'est, ce qui a été fait, c'est impossible d'aller les faire, mais il serait plus utilisé. Ça c'est. Ouais. Je me permets, en fait, dans mon labo, on travaille avec des échantillons des poumons des personnes humaines. Et, on en a plein, gardés, ils sont congelés, en fait. Et j'aimerais bien les utiliser pour faire mes expériments et tout ça, mais ma prof, aucune chance, même si on en a tellement, et ça fait des années qu'ils sont là, et moi j'utilise des échantillons de cheval. En fait, quand on en a rien d'autre, j'utilise ceux de cheval, mais quand je manque de cheval, j'ai pas le droit de prendre ceux des humains, bien sûr, parce que ça a été approuvé juste pour cette recherche spécifique. On n'a pas le droit d'y toucher, c'est pour faire quelque chose d'autre. Mais, oui. Moi, ce que je vous suggère, ça me fait penser un peu à ce que je suggère aux chercheurs des fois, c'est d'essayer de voir avec votre chercheur, justement, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que si vous faites affaire avec des chirurgiens, c'est pour ça que vous avez des échantillons? Non, en fait, ça vient à ma prochaine question même. C'est que les échantillons, c'est en fait des patients qui sont décédés. Oui. D'accord. Et j'imagine, ils ont sûrement signé le don d'organes ou que pour la recherche à la fin, avant de décéder. Et une fois qu'ils sont décédés, on peut pas changer. J'imagine que c'est ça la raison. Ben, il faudrait quand même demander de parler aux gens du comité d'éthique à la recherche parce que il peut y avoir des exceptions aussi. Je sais que pour les personnes décédées, des fois, il peut y avoir une approbation qui est donnée, même si la personne elle-même ne peut pas donner l'approbation parce que la personne est décédée. Il faudrait voir du côté du comité d'éthique s'il n'y a pas des exceptions à cause des bienfaits de la recherche, si jamais comme vous êtes capable là, de prouver que les données seront vraiment bien conservées, que vous n'avez pas divulgué l'identité des gens, peut-être qu'il y a une possibilité. Parce que ce qui est difficile aussi avec la recherche, c'est que les choses ont tellement évolué rapidement que
je me rappelle aussi, quand j'étais au CHUM, il y a plusieurs années, il y avait des chercheurs qui avaient accumulé comme ça des échantillons depuis des années, et il y a eu comme les règles entourant les comités par exemple, les mises en banque d'échantillons qui sont devenues plus strictes. Alors, qu'est-ce qu'on faisait avec les échantillons qu'on avait déjà avant ces dates-là? Donc, je sais que des fois, il y a une certaine flexibilité, mais bon, je peux pas me prononcer, mais disons qu'il faudrait communiquer avec le comité d'éthique et voir ce qui est possible. Mm-hmm. Je sais que c'est aussi le problème pour les gens, comme par exemple, quand il y a des échantillons qui sont gardés à des fins cliniques par la pathologie, c'est aussi toujours un problème parce que des fois, les gens se rendent compte, écoutez, on a vraiment comme une mine d'or d'échantillons. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Peut-être qu'il n'y a rien à faire ou peut-être qu'il y a des façons de rendre ça éthique, la façon de les utiliser. Bon, il faut voir que les comités d'éthique, c'est ça. Nous, c'est pas notre spécialité. Ouais. Mais oui, c'est parce que c'est triste un peu de voir, par exemple, au neuro, je pense qu'il y avait des anciens cerveaux qui étaient conservés depuis des années et là, je sais que c'était un problème d'éthique là pour le comité d'éthique. Mais bon, il y a des choses comme ça. Mais disons que notre travail, on s'ennuie jamais. Il y a toujours des choses qu'on va apprendre. Les choses évoluent tellement vite. Depuis, justement, l'an 2000, quand je viens d'arriver au CHUM 2006 ou 2005, il y a plusieurs lois qui ont été, qui ont été créées ou qui sont en vigueur maintenant, qui n'existaient pas avant. Et ouais. Si j'ai pas complété, maintenant on vit aussi un autre changement par rapport à des données. Avant, on parlait beaucoup d'échantillons. Maintenant, ce sont les données. Oui, je m'en venais pour demander ça. On vit beaucoup. Et là, on est dans la période parce que les droits il est toujours un peu en retard. Il suit la vie, les faits, la société évolue, les droits suivent après. Donc, les lois sont pas nécessairement adaptées aux réalités. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'ils peuvent faire avec des données, avec les données massives, l'apprentissage machine, c'est immense, c'est une mine d'or, mais les lois sont pas adaptées encore. Et présentement, il y a beaucoup de projets de loi. Il y a les projets de loi 64 au niveau provincial, les projets c'est 11 au niveau fédéral. En Europe, ils ont déjà adopté les RGPD par rapport au renseignement personnel, qui s'appliquent aussi parfois à nous. Et là, on va pas donner les détails, mais on a des contrats avec l'Europe. Donc, présentement, on a les 3 conseils, les 3 organismes fédéraux. Ils ont demandé aux instituts de recherche, on a 2 ans pour mettre en place une stratégie de gestion de données. Au CHUM, on a commencé, on travaille beaucoup, jusqu'où on peut y aller au niveau du consentement, qu'est-ce qu'on peut faire, à qui appartiennent les données massives, la possibilité d'identification, parce qu'aujourd'hui avec les logiciels, même des données anonymisées, avec l'intelligence artificielle et la combinaison d'autres données, on pourrait identifier les personnes. Un chercheur, à un moment donné, il me disait, on parlait d'images. Donc, les images, là, t'enlèves les nombres de patients, t'enlèves toute donnée qui peut identifier. Qui pourrait identifier. Et là, il me dit, Juliana, avec la technologie qu'on a, si c'est une image du visage, c'est tellement bien fait qu'on peut reconnaître le visage de la personne. Donc, on pourrait identifier la personne. Donc, on est confronté avec l'évolution technologique, mais il faut protéger les droits. Donc, les citoyens, je sais, le Québec récemment a fait une autre consultation publique pour voir jusqu'où on est prêt au Québec. Les Québécois sont prêts à consentir à ce que leurs données de santé soient utilisées. Et c'est un paradoxe parce que il y a des gens qui sont pas à l'aise, mais sur Facebook, ils vont tout mettre. Donc, leurs données sont déjà exposées. Et leurs données de santé, parce qu'au niveau de la santé, c'est très encadré. On va anonymiser, on va pas...
mais il a une crainte. Donc, on vit ça. Et au bureau, je vis quotidiennement, j'ai des dossiers avec des compagnies en intelligence artificielle qui veulent avoir accès à des données. Et nous, on est là on doit respecter la loi, on n'a pas de choix. Et on est confronté beaucoup. Aujourd'hui, je pourrais dire que c'est les dossiers les plus complexes qu'on a aujourd'hui. Ce sont les dossiers par rapport à l'utilisation des données. Pour les gens à la maison, les données anonymisées, je pense que c'est quand même un sujet complexe. Je peux donner un exemple et corrigez-moi si jamais je dis quelque chose qui est complètement aberrant. Donc, une donnée, on se dit on a patient 1. Si on dit patient 1, c'est Jérôme Tremblay, tout d'un coup, la donnée n'est plus anonymisée. Par exemple, si on dit patient 1 est un homme, là, c'est une donnée anonymisée parce que c'est impossible de retrouver le patient avec cette donnée-là. Si on dit patient 1 a du diabète, également, il y a tellement de gens avec du diabète que c'est difficile. Par contre, si on dit patient 1 est un homme, a le diabète, et on donne beaucoup de données qui sont individuellement anonymisées, à un certain moment, on peut retrianguler ce patient-là, et les données ne sont plus anonymisées lorsqu'elles sont collectivement ensemble. Et ça pose un gros problème parce que la plupart du temps, quand on parle de données anonymisées, c'est des petits bouts de données. Et c'est ça qu'on veut encadrer de plus en plus. C'est ça, parce que les petits bouts n'ont pas trop d'utilité à la recherche. Les chercheurs ont besoin des détails et les algorithmes peuvent aller identifier. Mais ce qu'on dit, c'est on va pas revenir en arrière. La recherche doit avancer. Moi, là, je dis personnellement, j'engage même pas mon institution. Mon opinion, c'est que la recherche doit avancer. On a les technologies pour le faire. En même temps, il faut protéger les citoyens. Il faut protéger les gens. Personne va vendre des informations. Je pense, on n'est pas là. Mais on peut pas refuser non plus. Ça, c'est mon opinion. Partout à travers le monde, les gens commencent à faire ça. Il y a des pays, on pourrait dire, qui ont un niveau d'éthique moins rigide que les nôtres font déjà, sans le consentement de leur population. Et je pense que les défis, c'est de comment bien encadrer et comment sécuriser, comment assurer les gens qu'il va avoir un niveau de la sécurité des données, qui tout va être bien fait. Il faut trouver la façon de comment le faire. La question n'est pas est-ce qu'on va faire, c'est comment et quand. Et on va le faire. La technologie, la science, il faut qu'elle continue à avancer. Ça, c'est vraiment mon opinion personnelle. Il faut un dialogue de société là-dessus. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier notre anonymat auprès de certaines institutions pour faire avancer la science? Il y a certaines situations dans lesquelles on dit oui, il y a certaines situations dans lesquelles on dit non, mais je pense pas que c'est quelque chose qu'on parle suffisamment présentement. On n'est pas dans ces domaines-là. Il y a eu des sondages. J'ai eu accès à des rapports, à des chercheurs qui ont fait des sondages, mais bien structurés. Et les gens, lorsqu'ils sont bien informés de qu'est-ce qu'on va faire avec leurs données et comment leurs données vont être traitées, les gens sont d'accord. Sont très d'accord. Là, je pense que les problèmes, vous avez touché un point très important, c'est la sensibilisation et l'information des gens. Les gens ont crainte, ils ont peur. Desjardins, les données de Desjardins sont parties, il y a eu des scandales, les gens ont peur. Mais lorsqu'on explique qu'est-ce qu'on va faire, la population est là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. C'est un des messages qu'on a aujourd'hui, présentement. C'est ça qu'on dit. La science est très encadrée. C'est l'un des domaines dans lesquels on est le plus scrutinisé. Je sais pas si ça se dit, mais on est le plus scruté. Et donc, je pense que les gens qui nous écoutent peuvent avoir confiance lorsqu'on prend leurs données, qu'on va faire très attention et qu'il y a un cadre légal et éthique pour encadrer tout ça. Je pense que c'est quand même optimiste que ça arrive comme ça, qu'on regarde en premier la partie éthique, la partie légale, avant que tout se fasse. En comparaison, par exemple, si on regarde les médias sociaux aujourd'hui, ils ont tellement de données de tout le monde, et ça se passait, c'était pas exprès, ils voulaient pas comme faire du profit sur les données de tout le monde, ça s'est juste passé comme ça, et il y avait pas de réglementation de tout ce qui se passait. Mais là, pour la partie de la santé, que c'est très cher pour tout le monde, chaque personne tient à cœur leur santé, on fait ça en premier avec les réglementations en avant, puis on avance par la suite. Et je pense que si on est déjà un peu à l'aise avec le côté Facebook, Twitter, Instagram, qu'il y a déjà plein de données qui sont vendues partout, si on comprend comment que les données sont bien gérées, et comment qu'on va les utiliser dans le domaine de la santé, je pense que les gens vont... La tendance, je pensais que ça va arriver... Mais surtout, les données
des hôpitaux ne sont jamais vendus. Oui. Non, c'est ça, c'est important de le dire aussi. Oui. Ni les échantillons biologiques non plus. Il n'y avait pas eu un débat à l'Assemblée nationale il y a peut-être 6 à 8 mois là-dessus, sur vendre les données? Je pense qu'il y a un ministre de l'économie dans une conférence de presse a parlé un peu de ça, mais je pense que c'est pas l'idée. On vendra pas des données, on vendra... C'est encadrer leur utilisation. Oui, oui. Je peux penser facile comme ça, une peur que moi personnellement j'aurais si mes données de santé étaient un peu plus publiques, qu'elles pourraient être utilisées comme ça, ou dépendamment de qui aurait droit à avoir accès à ça. J'aurais peur par exemple à des agences d'assurance. Si jamais ils ont accès à mes données puis ils voient lui il a une mutation spécifique qui lui donne plus de chances d'avoir tel cancer. On va pas couvrir ça parce qu'on va perdre de l'argent dans le futur. Ça c'est des problèmes que moi personnellement je vois qui pourraient arriver dans le futur. Mais c'est vrai, maintenant avec les avancements en génétique, on est capable de voir exactement quels sont les problèmes génétiques de chaque personne et de savoir, par exemple, les chances d'avoir telle ou telle maladie. C'est sûr que, justement, c'est pour ça qu'il faut vraiment encadrer l'utilisation des données et s'assurer que ça tombe pas dans les mauvaises mains, si on veut. Donc, c'est ça l'idée aussi. Puis, non, mais c'est vrai. C'est le premier exemple, je pense, des compagnies d'assurance qui utiliseraient nos données pour d'autres fins, si on veut. Ouais. Bon, changeant un peu de sujet maintenant, vous aviez mentionné avant qu'on commence l'entrevue un projet que vous avez ensemble commencé. Oui. Est-ce que vous voulez parler un peu de ces projets? Oui, ok, là c'est pour moi. Bon, je dois dire que il y a plusieurs années, à peu près en 2015, on a commencé à se parler, Juliana et avec d'autres collègues de d'autres institutions. Et on s'est dit que on avait vraiment les mêmes défis et que ça allait être dans l'intérêt de tous de peut-être créer un regroupement de gens qui font le même travail que nous. Alors, on a commencé à informellement organiser des rencontres à peu près aux 3 mois et on a appelé ça le regroupement des gestionnaires de contrats de recherche du réseau de la santé et services sociaux. Bon, c'est un super long nom. Il n'y a pas un acronyme? Pas vraiment. On n'a pas le regroupement. Peut-être on a appelé ça le regroupement. Ouais. Oui. Et ce qui est arrivé aussi, c'est que j'imagine, moi, étant donné que j'ai travaillé au CHUM Sainte-Justine, et là maintenant les Hercusum, bon, j'ai rencontré des gens un peu partout. Et Juliana et moi aussi, on est dans les plus vieilles, entre guillemets, qui faisons ce travail-là. Donc, on a beaucoup été appelés à comme épauler les gens qui arrivaient puis qui commençaient à faire notre travail, qui avaient des questions et tout ça. Alors, on a dit, pourquoi pas commencer un regroupement? Et à un moment donné, là, disons, j'envoyais comme par exemple des infolettres à chaque semaine avec plein de sujets qui pouvaient être intéressants pour tout le monde. Donc, c'était vraiment, on essayait de partager l'information, l'expérience. Si jamais quelqu'un entendait parler d'une conférence qui est intéressante ou de formation intéressante pour les gens comme nous, on divulguait ça. Avec le temps, il y a eu aussi le M3S, le ministère de la Santé et Services sociaux, qui a voulu créer des communautés de pratique parce qu'ils voyaient aussi, je pense en tout cas, avec les baby boomers qui prennent leur retraite, il y a comme aussi beaucoup d'informations ou de connaissances qui quittent le réseau de la santé et services sociaux. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas essayer d'encourager les gens à partager l'information entre eux pour s'entraider, et aussi, il faut l'avouer, souvent, on manque de ressources chacun de notre côté. Surtout quand, par exemple, je pense à quelqu'un qui commence un bureau des contrats dans une institution où est-ce qu'il n'y en avait pas avant. Ben là, à ce moment-là, c'est difficile parce que les chercheurs ont pas l'habitude non plus de contacter cette personne-là. Il y a rien qui a été mis en place, il y a pas de standard, il y a pas de procédure, Alors, c'est toujours bon de demander à des gens qui sont là depuis plus longtemps de voir, OK, comment vous fonctionnez, quelles sont vos interactions, avez-vous des, je sais pas moi, des checklists, des documents, des procédures à partager avec nous. Alors, on a fait ça. Et je dirais, une des choses importantes aussi,
Puis Juliana a toujours été une précurseur dans ce domaine, je dirais, de parler, d'être en contact avec les gens de la direction des assurances du réseau de la santé et services sociaux, la DARS qu'on appelle avec son acronyme, parce que on a beaucoup d'enjeux de protection d'assurance. Est-ce qu'on est protégé pour tel projet? Là, par exemple, pendant la COVID, on s'est fait dire, les projets, il faut les divulguer pour qu'il y ait une protection d'assurance. Donc, Jenna a été toujours très proche avec la DARS. Et, encore une fois, c'est bien d'avoir un réseau comme celui qu'on a créé pour pouvoir partager les informations pour qu'on ait toutes les mêmes informations. Parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné que, OK, peut-être certaines personnes avaient certaines informations, d'autres informations. À un moment donné, on a organisé, c'est toi qui avais organisé au CHUM une rencontre avec la DARS et qu'on avait mis par écrit les points importants pour qu'on puisse savoir quoi faire. Par exemple, les clauses, quelles sont les clauses préférées pour la couverture d'assurance, pour s'assurer qu'on est couvert pour certains projets. Oui, je pense que c'est ça, l'assurance, c'était un des thèmes les plus souvent débattus là, dans le cas de notre regroupement. Et présentement, je pense qu'on a environ 80 membres dans le regroupement. Pendant la COVID, notre dernière rencontre a été le 28 février 2020. Oui. C'était celui au Chon, je me souviens. Et on va recommencer en septembre. On n'a pas eu de rencontres pendant la COVID. On était tous débordés de notre côté. On va en avoir, mais le ministère maintenant, notre regroupement a été reconnu. Donc, on a commencé très officieusement. On faisait nos rencontres. Chaque fois, on s'organisait. C'était au Chon, à Liarcouzon, on est allé à Sherbrooke, on est allé à Québec. On s'organisait, on faisait des happy hours, des 5 à 7 après. Et ça, je pense que ça, pour le Québec, c'est très important parce que je pense qu'on a pu passer notre expérience, les connaissances qu'on a acquises et présentement, les institutions, je pense qu'ils se sont rendus compte que ce qu'on fait, c'est important. Parce qu'au début, quand on a commencé, il n'y avait même pas de bureau de contrat dans certaines institutions. Chez nous, on était 2 en 2006. Au Chon, pendant des années, on était 3 personnes. Aujourd'hui, au Chon, nous sommes 10. À Liarcouzon, vous êtes? Là, on a recruté beaucoup de stagiaires, alors je dirais qu'on a à peu près 15. Donc, mais à l'époque qu'on a commencé, il n'y en avait pas assez de monde. Donc, je pense qu'on a réussi quand même, à travers toutes ces années, à sensibiliser les gens. Le ministère de la Santé, ils ont fait un projet récemment, et les données sont sorties cette année. Qu'est-ce que les institutions, où il faut investir, et notre département a été un des départements ciblés pour dire à nos directeurs, à nos institutions, oui, ça prend des gens pour négocier des contrats, ça prend des gens spécialisés, parce que ce qu'on fait, on n'apprend pas à l'université, ni à la maîtrise, ni on apprend sur le terrain. Donc, je pense que notre regroupement, on organise des formations aussi. Donc, là, on a déjà un conférencier qui a accepté, un professeur de l'Université d'Ottawa qui va venir nous parler de RGPD, du règlement européen sur les données personnelles. Ça va être au mois de septembre. Donc, on organise ça. Je pense que c'est très bien pour le Québec. Et le ministère de la Santé, maintenant, il nous a reconnus officiellement. Wow. On est un regroupement officiel. Merci d'avoir écouté À toute échelle. Si vous avez aimé cet épisode, donnez-nous une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et partagez notre projet avec vos amis et votre famille. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez toujours nous contacter sur Instagram via le compte @ate.pod. À toute échelle est un projet réalisé par Philippe Carl et Mathias Schultz. La musique originale est composée et interprétée par Vincent Nélis. On se revoit dans 2 semaines pour le prochain épisode.